Devant certaines gravures du Paléolithique, il n'y a aucun doute possible, elles représentent des vulves de femmes. Difficile d'en faire un listing exhaustif tant ces représentations sont nombreuses. Plus ou moins stylisées, ces vulves sont en forme de triangle et de V, et nous pouvons les observer tout au long de la préhistoire, ce qui ne représente pas 2 ou 3 000 ans, mais des dizaines de milliers d'années. Vous allez me dire, mais quel rapport avec la déesse oiseau? Si vous regardez cette image qui représente une vulve, regardez bien, on dirait un oiseau. Puis regardez le ciel. Eh bien, vous allez en voir des V, légers, fluides, intuitifs, et ce sont des oiseaux. Dans le ciel bleu, de ce bleu qui lui colle encore à la peau jusque dans nos églises. Au Paléolithique, si nous avons beaucoup de vulves sous forme de triangles et de V, les oiseaux ne sont pas les plus représentés du monde animal. Nous avons plutôt des mammifères, des chevaux, des taureaux, des cerfs par exemple. Mais il y en a, des oiseaux aquatiques ou des oiseaux de nuit. Plus tard, nous retrouvons encore des oiseaux, plus nombreux cette fois, en bec de vase, en gravure et très souvent associés directement au féminin, comme ceux en parement d'une robe ou encore cette forme hybride de femme-oiseau. Des oiseaux qui animent le ciel dans le sens d'anima, mouvement de l'âme. Ici, il s'agit principalement d'oiseaux migrateurs. La grue est un oiseau migrateur, et à l'état sauvage, le canard et l'oie sont aussi des oiseaux migrateurs. Le cygne est aussi un oiseau migrateur. Tous ces oiseaux sont très souvent associés à la déesse. Nous avons vu qu'ils forment des V dans le ciel, mais ils vont et viennent aussi. Ils arrivent puis disparaissent sans jamais se perdre dans un cycle de vie et de mort éternellement recommencé. Et les oiseaux pondent aussi des œufs. Cet œuf d'oiseau porte en lui la promesse du monde. Il est symbole de fécondité et de vie proche de l'éclosion. Au rythme des spirales du temps qui passe, il est fécondé, couvé, puis éclos. Regardons ce modèle de temple miniature en argile. Il a 8000 ans et nous vient de Macédoine à l'époque du Néolithique. À cette époque, la vieille Europe en a produit de nombreux sous forme miniature, retrouvés sur des autels. Il est comme un buste de femme portant un collier, et la tête de cette grandiose figure féminine est celle d'un oiseau. Que se passe-t-il dans la psyché humaine pour qu'elle projette dans ces images des symboles qui se ressemblent et se font écho? Nous appelons ça de l'amplification, et ça nous donne de nombreuses indications, ici sur ce grand féminin oiseau, très longtemps et dans de très nombreux endroits. L'oiseau sera toujours proche du grand féminin. C'est lui sous forme d'oie qui amortira la chute d'Athensique. C'est lui aussi que l'on retrouve souvent auprès des déesses grecques, ici Aphrodite, sa colombe et son cygne. Voyons ce vase grec représentant l'oiseau flanqué des triangles. Caer l'Irlandaise se transforme en cygne. Et c'est aussi en cygne que se transforme Zeus pour abuser de Léda. Sous cette forme, il sait très bien qu'elle ne va pas se méfier. Un autre type d'oiseau est relié à la déesse, et cette fois-ci c'est très courant tout au long de la préhistoire. La chouette est très souvent représentée sous de multiples formes. Oiseau de nuit, elle perce les mystères de ses yeux, gardienne des morts, elle éclaire le chemin. C'est sans doute pour cette raison qu'elle est présente au fond des grottes, des cairns, proche des tombes. Représentante du grand féminin, elle est toute sa puissance de métamorphose, de renaissance, et c'est sans doute ce grand pouvoir qui fit qu'elle termina sa course, encore dans mon enfance, diabolisée,
crucifié sur la porte des granges. Un autre oiseau est à observer, le charognard. Dans les régions chaudes et sèches, il s'agit du vautour. Nous le trouvons déjà à Satalhuyuk sans équivoque, et plus tardivement jusqu'en Égypte même. Dans les régions plus tempérées, plus humides, il est remplacé par le corbeau. Ils ont les mêmes fonctions, celles de recueillir les morts, la chair en putréfaction et les ingères. C'est une fonction à la fois prophylactique et spirituelle. Pour renaître, nous devons être engloutis par la grande déesse de la nuit. C'est assez incroyable d'avoir trouvé dans la grotte Margot en Mayenne 25 gravures d'oiseaux et en particulier un corbeau et un cygne. Le face-à-face oiseau de vie, oiseau de mort, sous l'angle que nous venons d'aborder, est stupéfiant. Comment savons-nous que la chouette ou le corbeau vautour sont associés à la déesse ? Ces urnes funéraires en forme de chouette femme nous confirment le rôle de l'animal psychopompe. Les vautours se présentent parfois avec des jambes humaines ou des féminins ont des pattes de vautour. Plus tard, les héritières en gardent le caractère. En Égypte, par exemple, Neit se transforme parfois en vautour, Mout en arbore la tête. Quant à Nekbet, le hiéroglyphe en montre un. Au Pays Basque, la dame de la montagne porte parfois des pattes de vautour ou d'une corneille. Quant au nom de Baud, l'irlandaise, il veut dire littéralement corneille. L'oiseau et la grande déesse ont un lien très prégnant. Nous l'avons vu avec la forme en V, celle des ailes déployées et celle des groupes de migrateurs. D'autres éléments se rajoutent et s'associent à cette symbiose. L'œuf, nous l'avons aussi abordé, mais l'eau aussi. Et c'est une autre histoire. Le féminin divin, c'est la vie qui s'anime. Il déploie ses grandes ailes et offre son ventre pour laisser naître. C'est lui aussi qui referme ses ailes sur nos départs de fin de vie, le tout dans la rondeur de sa puissance. Il nous avale et dans le mystère de son essence, nous ramène à la vie.